GEGIP Sécurité est heureux de vous présenter Éclairage. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Éclairage que j'ai le plaisir de vous présenter avec Alain Juillet, président d'honneur du Club des directeurs de sécurité des entreprises et ancien haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Sont avec nous aujourd'hui Christophe Bonamy, directeur associé de Sentinelle et président du CEPSI. Bonjour. Merci d'être ici. Et puis Richard Terzan, président du groupe Anticipe Risk & Co. Merci également pour cette émission. Rappelons les faits qui sont à l'origine justement de cette émission que nous avons intitulée Carlos Ghosn, une exfiltration réussie. Alors, je vous la fais courte parce qu'on connaît tous l'affaire. Le 15 novembre 2018, Carlos Ghosn, président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, est arrêté à sa descente d'avion à Tokyo, accusé d'abus de biens sociaux par la justice japonaise. Il est détenu dans des conditions très dures et il ne cède rien malgré la pression. Il obtient même d'être mis en liberté conditionnelle sur place jusqu'à son procès. Et puis, on sait tous, les conditions qu'il doit remplir sont très contraignantes. Son avenir paraît bien sombre. En France, le parquet financier français ajoute à l'enquête sur les accusations venues de Nissan les dérives d'une société de l'Alliance en Hollande. Et enfin, coup de théâtre, le 29 décembre dernier, il réussit à quitter secrètement le Japon et réapparaît à la surprise générale, tour de passe-passe, le lendemain matin à Beyrouth, où il tient quelques jours plus tard la fameuse conférence de presse qui nous a tous tant émus. Alors, avec nos deux experts, cher Alain, nous avons voulu essayer d'y voir plus clair. D'abord, revenons sur les explications et sur les causes. Est-ce que, alors, l'arrestation de Carlos Ghosn, Alain, a surpris les autorités françaises qui ne l'aimaient pas, ce cher Carlos, et qui ont fait vraiment le minimum. Oui. Il faut dire que le tribunal médiatique a tout de suite pris parti contre lui, car le public aime bien voir la chute d'un homme très riche et très puissant. Alors, c'est sûr qu'au départ, Ghosn a été diabolisé par les Japonais, ça on l'a vu. Pourquoi ? Parce qu'on le sait maintenant, il y avait une opposition totale du Japon, du gouvernement japonais, à la fusion de Nissan, de Renault, de Mitsubishi et éventuellement de Fiat, on l'a su après, parce qu'à ce moment-là, Nissan n'avait plus le pouvoir dans cet ensemble, et donc pour les Japonais, c'était la perte d'un fleuron. C'est-à-dire l'automobile japonaise disparaissait sous contrôle de pays étrangers. Donc c'est pour ça que l'opération a été montée, c'est apparu clairement au fur et à mesure de l'histoire, et donc ils ont profité pour réaliser cette opération. En réalité, ils ont profité du fait que Ghosn a été saisi par la folie des grandeurs, c'est indiscutable, parce que pendant toutes les dernières années, Ghosn a amené grand train et vraiment et dépassé les limites de ce qu'on pouvait accepter. Donc vous pouvez supporter. Ceci étant, et c'est un des problèmes de fond qu'on va voir apparaître dans les procès qui vont arriver, c'est que tout ce qu'a fait Ghosn a toujours été, d'après ce qui semble, autorisé par ses conseils d'administration ou ses comités exécutifs. Et la plupart des opérations qui ont été faites ont été par ses collaborateurs. Donc ça veut dire que s'il est coupable, tous les autres sont complices. Et ça va poser d'énormes problèmes à tout le monde, en France, au Japon et ailleurs, dans les années à venir, au fur et à mesure des procès qui vont maintenant s'annoncer. Alors, Alain, si je puis me permettre, et pour faire rentrer nos amis dans le débat immédiatement, finalement, on comprend assez bien une partie du risque qu'il a pris de tenter de s'échapper, mais finalement, pourquoi a-t-il vraiment été jusqu'au bout de cette démarche ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il était, on le sait, 95, on peut dire à 99% des procès au Japon, vous êtes condamné. Là, c'est clair. Donc il savait très bien qu'il n'avait pratiquement aucune chance de s'en sortir et qu'il allait faire 15 ans de prison. Or, il venait de passer presque un an, enfin plus de 6 mois en tout cas, dans des conditions très difficiles. Là encore, il faut faire attention, on a des conditions très difficiles. Les Français ont été choqués, mais je vous rappelle qu'en France, on n'a rien à dire. Souvenez-vous de l'incarcération de Lefloc Prigent par Madame Eva Joly, alors qu'il était malade. Regardez Patrick Balkany, qui a été mis en prison alors qu'il avait fait appel et que l'appel en France est suspensif. Donc si on commence à regarder ce qui s'est passé, la France n'a le droit de rien dire là-dessus. Mais ceci dit, Ghosn, lui, à titre personnel, il savait qu'il allait passer 15 ans là-bas. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, a germé en lui l'idée de partir.
l'idée de sortir. Alors Alain et Christophe Bonamy, on a parlé d'une société israélienne ou américaine qu'aurait monté l'opération, à la demande de Ghosn et de sa famille, bien sûr, de sa femme. Est-ce que les Français auraient pu le faire ? Je ne pense pas que les Français auraient pu le faire, tout simplement parce que vis-à-vis de la loi, il est interdit de faire ce genre de manip, d'opération. Vis-à-vis de la loi française, on aurait été tout de suite répréhendés. Il faut savoir que nos sociétés sont quand même soumises à un certain nombre de contrôles et qu'il aurait été très délicat de se lancer dans ce genre d'opération. Il y a des officines, qui malgré tout, parce que si que des choses autorisées se faisaient, ça se saurait. Dans cette affaire, il faut distinguer plusieurs registres. Les opérations illégales, clairement, les sociétés, qu'elles soient de sûreté ou d'ailleurs d'autres choses, n'en font pas. Donc on est assujetti aux règles du pays dans lequel on exerce, et là pour le coup c'est une opération illégale. Du point de vue strictement opérationnel, c'est pas une opération très compliquée en réalité. Les opérations deviennent difficiles quand on est contraint par le temps et par les moyens pour les monter, ou par la dangerosité à faire tout le travail préalable de reconnaissance et précurseur pour monter l'opération. Au Japon, c'est pas un pays sécuritairement instable, donc on peut s'y déplacer comme on le veut. On peut y stationner le temps que l'on veut, donc on a tout loisir de faire ses observations, ses reconnaissances et son dossier d'objectifs. Et puis, financièrement, à tout le moins, on sait que Carlos Ghosn n'est pas contraint, et donc il a eu loisir de donner à ceux qui devaient mener cette opération les moyens de la réaliser. Voilà. Il n'était pas incarcéré, il n'était pas non plus dans le livre. Mais il était quand même soumis à la justice surveillé du pays. Alors, après, la mission est audacieuse, elle est astucieuse, vraiment. Astucieuse, parce que objectivement, quelqu'un a bien imaginé le concept d'opération, et celui qui à un moment a dit tiens, si on le mettait dans une malle, il y a dû y avoir un débat entre eux quand même. Bon, alors justement, moi je voudrais justement là-dessus, parce que il y a plusieurs questions. D'abord, comment, alors vous qui ne le faites pas, puisque vous ne faites pas ça, mais comment, à votre avis, quelqu'un comme Ghosn, qui est quand même là-bas en liberté surveillée, même s'il a une certaine liberté, comment il peut monter un coup pareil ? Comment ça peut se passer ? Est-ce que c'est lui ? C'est une question qu'on se pose tous. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est sa femme ? Est-ce que c'est d'autres gens qui ont contacté ? Moi, je pense que c'est lui et ses contacts. Alors, de quelle façon ? Excuse-moi, alors, je te coupe. Bon, Alain, vous le savez, Ghosn n'a jamais rompu aucun contact avec la France, notamment. Et sa campagne de communication est prise en charge par quelqu'un de bien connu à Paris, qui a bien piloté tout cela. Qui a d'ailleurs très utilement mis sa femme en avant pour en faire sur courage. Voilà, donc tout ça est quand même bien tissé. De la belle ouvrage. C'est de la belle confection. Alain, vous le disiez, je pense que tous ces gens-là ont monitoré l'opération. Quand ils ont compris que le procès n'aurait pas lieu avant 2020 ou 2021, plus sûrement, qu'il allait en prendre pour 15 ans, dans le meilleur des cas, et qu'il allait sortir à 80 ans passés, à mon avis, ils ont pressé le bouton en disant il faut absolument maintenant monter un truc un peu disruptif. Oui, mais je pense qu'il avait déjà ses contacts avec les deux opérateurs qui avaient, à mon avis, déjà travaillé pour la partie américaine de Nissan Renault. Racontez-nous quand vous dites les deux opérateurs. Les deux messieurs qui ont aidé à la sortie de Carlos Ghosn. On peut peut-être rappeler, pour nos auditeurs, on peut peut-être leur rappeler quand même le phasage, parce que là on part d'une opération, même si on en sait les grandes lignes. Il faut savoir que ça se passe de la manière suivante, à peu près vers 15h, d'après ce qui se dit, à 14h30, Ghosn sort de chez lui au Japon, évite les caméras qui filment, bon très bien, il sort de chez lui et il va dans un hôtel à côté où il retrouve les deux accompagnateurs dont on va parler. Porteur de main ? Non, c'est pas encore. Non, c'est pas encore. Non, Pas encore. Ils le retrouvent là-bas. Ils partent tous les trois. Alors, est-ce que c'est en voiture ? Est-ce que c'est comment en taxi ? On n'en sait rien. Ils partent à la gare de Tokyo prendre le TGV à grande vitesse japonais qui va à Osaka. À Osaka, ils vont dans un hôtel qui est tout près de l'aéroport. Ils sont tous les trois. Ça, c'est sûr. Ça a été vu. Et puis, sort vers 19h30, donc 20h même, il sort de là uniquement deux types, les deux gars. Il n'y a plus Ghosn. Et ils vont vers le terminal des vols d'affaires, il faudra qu'on en reparle,
sur place à Osaka, et ils vont passer les contrôles, les 2 gars, avec des malles. Ils rentrent dans l'avion, ils montent dans un avion, un bombardier, hein, puis un avion long, un réacteur à longue direction, privé. Ils montent dans l'avion, l'avion décolle vers 23h, ils se posent, après un très long vol, en Turquie, hein, à Istanbul, ils se posent, et là, l'avion se pose à côté d'un autre avion de la même compagnie. Ghosn, puisqu'il est sorti de la malle, évidemment, dans l'avion, passe dans l'autre avion, et l'avion redécolle tout de suite sur le Liban, où là, il va descendre de l'avion, et il va passer avec sa carte d'identité libanaise, la police et les contrôles libanais. Donc et puis il va chez lui, il va rentrer chez lui. Donc il y a tout un phasage là-dedans, et je crois que c'est intéressant d'essayer de comprendre justement comment, vous qui êtes des professionnels et des spécialistes, comment ça se passe. Non, mais je pense que les gens qui ont été chargés de l'opération ont passé des mois justement à faire les reconnaissances de différents endroits et d'essayer de trouver l'endroit le plus adéquat, notamment sur l'aviation d'affaires, parce qu'on sait pertinemment que sur l'aviation d'affaires, on peut passer toute une série de valises sans avoir un contrôle excessif, voire pas du tout. En l'occurrence, c'est la période de Noël chez les Japonais, c'est quelque chose de très sacré. Donc peut-être très peu de personnel au niveau du passage douane. Et voilà ce qui a fait une des réussites. Mieux encore, on sait aujourd'hui qu'au terme de leur reconnaissance, ils ont identifié qu'à l'aéroport d'Osaka, il n'y avait pas de scanner bagages pour l'aviation d'affaires. Voilà, donc c'est le résultat d'une reconnaissance et d'une matrice très précise sur les différents les différents aéroports. Celui de Osaka cochait toutes les cases puisqu'il n'y avait pas de contrôle scanner sur le fret d'affaires. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, quand on a le temps de faire des reconnaissances et de bien maîtriser tout cela. Les moyens. Voilà. Après, la conduite dans l'action, et on le sait tous, peut révéler des tas d'aléas, on est soumis à des tas de choses. Il y a eu une part de chance, malgré tout. Il y a eu une part de chance, mais... Alors, où est-ce qu'il risquait le plus dans ce phasage et dans ces étapes? À quel endroit il risquait le plus? À Tokyo, il ne faut pas oublier que la société de sécurité mandatée par Nissan pour surveiller les faits et gestes de Carlos Ghosn, la veille ou 2 jours avant, venait de l'enlever. Ensuite, normalement, devait toujours y avoir les collaborateurs du juge japonais qui, en théorie, devaient être là aussi pour surveiller. En théorie, ce jour-là, d'où les périodes de Noël où beaucoup de gens sont en vacances. Mais est-ce que c'est venu alors est-ce que vous pensez, que c'est justement parce que c'est les vacances, mais d'un autre côté, il faut quand même le savoir, parce que comment les gars qui ont monté leur coup, ils avaient des renseignements pour savoir que ça a été étudié. Tout a été étudié. Ils sont prêts à enclencher. Ou ils a été étudié. Des moments favorables. Dans ce genre d'opération, on écrit ce que l'on appelle un CONOPS, un concept d'opération qui est l'histoire complète de la mission, minute par minute. Le briefing total. C'est un briefing, c'est vraiment un déroulé, aussi précis que les notes d'Alain, certainement. Mais dans lequel ceux qui déclenchent ont un certain nombre de critères qui composent le fait déclencheur de l'opération, un top action. Voilà, ça veut donc dire qu'à l'évidence, je pense qu'il y avait des gens qui devaient surveiller pour savoir s'ils pouvaient sortir à ce moment-là. Après, comme on le disait, quand quelque chose se déroule, tout peut survenir. Leur taxi aurait pu avoir un accident et leur faire perdre du temps. L'avion aurait pu avoir un problème technique. À Osaka, il y aurait pu y avoir, que sais-je, un événement, un aléa. Ils ont pris un TGV, n'importe quoi, et qui retarde tout le monde. Ils prennent un TGV en fait qui fait Tokyo-Osaka, qui correspond à peu près à la distance entre Paris et Lyon. Je crois qu'il y a 500 km, ça fait 2 heures. Bon, là aussi, finalement, pendant 2 heures, il y a des contrôleurs qui sont passés. Il y a un trafic de gens. Il n'est pas dans la malle. Donc, il n'est pas dans la malle, c'est un passager. Donc des passagers peuvent le reconnaître, les contrôleurs peuvent le reconnaître. Enfin, il y a toute une chaîne d'événements qui auraient pu survenir, qui certainement doit-il dire grâce à Dieu, d'autres diront que c'est le camp opposé, mais vraisemblablement il y a eu une conjonction qui lui a été favorable d'événements qui ont permis à ce qu'au petit matin il se réveille à Beyrouth. Alors, mais la malle, c'est courant, mis dans une malle comme ça s'est fait dans le passé. On l'a vu, ceci dit, dans des films, on l'a vu dans des films. Hein, mais c'est quelque chose de pratique en définitive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que Alain, plutôt que de grimer les gens ou de leur mettre des papiers d'identité ou ce que vous voulez.
C'est Vous une pourriez idée. qui incarnez un morceau de l'histoire De la malle. de la malle. On a entendu parler d'opérations de gens roulés dans les tapis. Oui, ça c'est vrai aussi. Voilà, au sortir de nos grands hôtels parisiens. Donc, le principe. Une bonne vieille technique à l'ancienne, vous voulez dire Oui, continue de fonctionner même à l'époque du train virtuel. En fait, il y a des Exactement. techniques opérationnelles très courantes qui sont fondées sur le leurrage et la déception. C'est les deux principes du camouflage. Quelqu'un dans une malle ou quelqu'un roulé dans un tapis, c'est plutôt astucieux. Ça fonctionne encore, la et preuve. finalement on n'a rien trouvé de mieux. Non mais en La fait c'est preuve, ça Bien sûr, aussi. un terroriste déguisé en femme preuve. avec un hijab, c'est astucieux également. En fait, tous les moyens, lorsque finalement. on, Comme les chars gonflés en plastique par Saddam Hussein. dès à lors l'époque. qu'on est dans un registre non conventionnel, tous les moyens, pourvu qu'ils fonctionnent, sont bons. En l'occurrence, ça a bien marché. Ouais. Et au sujet des faux papiers d'identité, comme ils auraient pu utiliser des. Il aurait pu, non Non, ou c'est quelque chose justement de. Comme il avait énormément de passeports, il avait ses cartes d'identité françaises, libanaises et peut-être même brésiliennes. Oui, sans doute. Donc, plus tous ces passeports. Alors, une partie qui avait été Peut-être qu'il était réquisitionnée certains par. Oui, certains l'avaient confisqué, mais on disait qu'il en avait toujours un avec lui, qui était soi-disant dans une sacoche dont l'avocat avait la clé. Bon. Moi, je pense que les faux papiers, là, on complique tout. Ouais, parce je pense qu'on pas. laisse une trace. Vous savez, Je les pense faux pas. papiers, il faut quelqu'un qui les Et puis qui on est les fasse. filmé Oui, quand on passe Il y a- les contrôles, il y a etc. il y a la Voilà. confection des papiers, il y a donc la prise de contact avec quelqu'un capable de le faire, et il y a un peu de logistique parce qu'il faut donc les récupérer, et tous ces signes-là laissent une trace. Voilà. Et quoi qu'on fasse, ces traces sont tôt ou tard identifiées, elles auraient pu lever la suspicion, ou en tout cas ouvrir, à mon sens, une porosité dans l'opération qui, selon moi, n'était pas nécessaire, puisque finalement, il ne faisait, selon lui, que rentrer chez lui. Donc, Ceci étant, moi, il y a une chose aussi que je pense, c'est que Ghosn, il a quand même un visage très particulier, et puis qui est connu par le monde entier, parce qu'on l'a vu à la télévision, partout. Donc, c'est pas facile, même parce que de se pointer avec la tête de Ghosn en disant « je m'appelle Gonzalez ». Parce que même au Japon, je pense qu'au Japon ou ailleurs, les gens diraient « c'est bizarre, cette tête, je la connais ». Donc, il faut penser à ça aussi. il a été servi par le port du masque, qui est ça, ce que tous les Japonais ça portent. c'est vrai. Donc, Enfin, il y a quand même des sourcils très un particuliers. chapeau mou, l'obscurité Oui. du soir et le port du masque. Et c'est vrai que son visage, qui est assez typique, je dois l'admettre. assez et bon, particulier. voilà, là, en tout cas, on le reconnaîtrait, nous. Mais finalement, ça a fonctionné. Alors, une question, messieurs, qui nous intéresse vraiment tous. On parle de sommes pour le coût d'exfiltration allant de 1 à 20 millions de dollars. Alors, comme ça, à vue de nez, en additionnant comme ça, même si vous ne l'avez jamais fait et jamais pratiqué, voilà. Jamais. comme ça, est-ce que quels chiffres vous paraissent envisageables? C'est difficile de dire un chiffre, mais plusieurs millions de dollars, ça me paraît être une somme logique. Alors effectivement, le prix de la gloire, ça ne se quantifie pas, mais quand Christophe disait que c'est définitivement pas une opération qu'une entreprise peut mener, c'est parce qu'en réalité, ce genre de choses, on ne sait pas vraiment le chiffrer. Ce serait en plus le dernier salaire d'une entreprise, puisque derrière, ce serait sa fin immédiate. Donc ça ne pouvait être fait que par des gens qui ont pu monter cette opération, prendre de l'argent et se volatiliser. Je crois que... Pour eux, c'est leurs dernières opérations, quand même. Sous votre contrôle, mais ces gens-là se sont évaporés. Ces deux gars, ils vont avoir du mal à voyager maintenant. Et donc, je pense que dans l'établissement du prix, ces deux gars ont dû certainement dire c'est notre one-shot, il faut qu'on puisse en vivre convenablement, puisqu'on n'en fera pas deux fois de suite de ce genre d'opération, et c'est sans doute la dernière. Voilà. Donc, après, je pense que c'est comme ça que les choses ont été négociées. Mais je crois qu'on peut ajouter aussi que dans une opération comme ça, quand on parle de prix, il faut regarder. Il y a des choses qu'on connaît, parce que par exemple, la location d'un jet, parce que le jet en question, la compagnie MNG, qui était la propriétaire de l'avion, elle a fait décoller l'avion de Madagascar. Il est passé par Abu Dhabi. Je crois que j'ai vu un chiffre de 300 000 €. Ensuite, il a été à Osaka, donc l'avion a attendu, et reparti direction la Turquie, ou un deuxième avion. Bon, un vol long courrier, si on peut dire, mais sur un avion privé de cette taille,
c'est 300, 500 000 euros maximum. Hein. Non, mais c'est pour ça que c'est pas ça le plus gros budget, on est d'accord. Donc voilà, donc dans l'affaire, non, mais je pense que c'est pas l'allocation de la malle. C'est $1 million. C'est $1 million, voilà, c'est ça. Oui, maintenant, après, il y a les risques. La marge, les risques, etc., etc. Et donc les désidératas de ceux qui ont mis en... Alors, des chiffres ont circulé. Nous, on a entendu parler d'une somme entre 6 et 10 millions de dollars. Voilà. Et là, c'est et puis une jolie campagne de presse, parce que il n'y a pas beaucoup de sociétés qui s'offrent une campagne mondiale de presse, et avec la conférence qui va bien derrière, pour 6 à 10 millions de dollars. Écoute, moi j'ai été alors d'abord stupéfait, mais en plus ça m'a rappelé une règle sacro-sainte. On n'est pas à la tête du groupe qu'a dirigé Carlos Ghosn, en étant quelqu'un de banal, j'allais dire, d'une certaine manière. Ce type est un prédateur, mais le mot est peut-être excessif parce que c'est pas la mort des autres qu'il veut, mais en tout cas c'est un chef, c'est un leader, c'est un type qui en veut sans doute plus que la moyenne des autres en tout cas, et ce supplément-là l'a conduit à faire quelque chose d'absolument rocambolesque, parce qu'il faut oser le faire malgré tout, il faut oser le faire. C'est quelqu'un dont l'histoire maintenant est plus marquée par cet événement que par le travail certainement prodigieux qu'il a fait dans le groupe Renault-Nissan. Quels étaient, à votre avis, pour les deux gars, est-ce qu'il y avait un risque pour eux s'ils se faisaient prendre, si Ghosn avait été démasqué et qu'il soit fait prendre au Japon ou en... Direct casse-prison au Japon. Oui, au Japon, oui. C'est quand même assistance pour faire évader une personne, donc... Je suis pas sûr que la loi japonaise soit très... Je suis pas sûr qu'ils aient été le fameux 1% de ceux qui sont moi, j'ai libérés. Compris que c'était 2 pros. Oui. Je pense que leur plan de réjap était très consistant. À tout moment, ils ont envisagé le fait que Ghosn se fasse prendre. Eux se seraient volatilisés dans la seconde. Je pense qu'il aurait fallu vraiment... Parce que c'est compliqué, hein, quand des types ont préparé une opération comme celle-ci, ils savent exactement tous les points où ils peuvent... s'échapper et s'évaporer. Il faudrait des dispositifs immédiats, très larges et très consistants des autorités japonaises pour arriver à les coincer. Et puis, je pense que les autorités japonaises, et ces gens-là l'ont bien compris, se seraient d'abord concentrés sur Ghosn. Donc vous avez toute l'attitude. C'est pas les deux accompagnateurs. Bien sûr. Vous qui avez l'habitude, justement, est-ce que vous pensez... Non, pas du tout. Non, vous allez voir la suite de ma question, Christophe. Non, est-ce que dans le temps et dans les années qui viennent, on a des chances d'avoir, au hasard d'une interview à l'autre bout du monde, le fin mot de l'histoire de l'un des deux ou des deux protagonistes? Peut-être qu'ils feront un livre, on ne sait jamais. Parce que souvent, quand même, les années passent, et puis ces gens-là ont besoin d'exister, de leur retraite dorée, ils ont envie. On a toujours su... L'expérience nous montre que même les hommes qui ont participé aux opérations les plus secrètes, un jour ou l'autre, leur langue se délie. Regardez les nageurs de combat américains qui ont fait l'opération de Ben Laden, alors qu'ils avaient juré les grands dieux que ça resterait entre eux, ils ont tous fait un bouquin, un film, une interview, et maintenant tout se sait. Il faut laisser le temps. Il faut juste être un peu patient. Voilà. Bon, il est temps de conclure, mon cher Alain. Je crois que cette affaire Ghosn, en définitive, elle est très intéressante pour beaucoup de raisons. D'abord parce que les opérations de transfuge, de transfert de transfuge, de kidnapping, dans toutes les opérations qu'on a vues jusqu'à maintenant ont été faites par des États, par des services secrets ou par des voyous. Alors là, on tombe sur un cas absolument atypique. C'est un grand patron d'entreprise, extrêmement riche, qui va mettre des moyens pour réaliser cette opération sur lui-même. Ça, c'est un cas inconnu jusqu'à maintenant. Je crois que personne n'avait vu ça jusqu'à maintenant. Et on comprend aussi, quand on sait qu'il avait toutes les chances d'être condamné au Japon, on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'a pas utilisé des Français ou il est parvenu en France, mais il est aussi poursuivi par la justice française, donc il n'avait aucun intérêt à venir en France, pas plus qu'au Japon, et c'est pour ça qu'il a été au Liban. Parce qu'au Liban, il est tranquille, puisqu'il n'y a pas d'extradition. Donc ce côté-là, c'est bien. Mais alors, la question qu'on peut se poser, parce qu'il y en a, à mon avis, il y en a deux. La première, c'est, est-ce qu'arrivé du Japon, au Liban, il ne s'est pas enfermé dans une prison dorée, mais une prison quand même? Parce que s'il quitte le Liban, il peut se faire arrêter partout, puisqu'il y a un mandat international qui a été envoyé
par les Japonais. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être obligé de rester tout le temps au Liban, ou est-ce que peut-être après les procès, il aura une chance de s'en sortir? Mais ça, c'est une vraie question. Et la deuxième, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, moi, c'est, je me pose la question pour les Japonais. Est-ce qu'en définitive, ça n'est pas bien pratique pour les Japonais? Certes, ils ont perdu la face en le laissant partir, mais ça leur évite un procès dans lequel on voit maintenant qu'il n'était pas clair du tout, puisque c'est eux qui avaient tout manipulé pour le faire tomber. Donc, à qui le crime profite? Ouais. Christophe, vous vouliez réagir pour terminer? Oui. Réflexion. Sur la prison dorée au Liban. La prison dorée, la justice libanaise a demandé à Carlos Ghosn de ne pas quitter le pays. Et lui a confisqué son passeport. Donc pour l'instant, c'est une prison dorée. Alors, mais ceci étant, mais vaut mieux être. Mais on est au Liban. On est au Liban. Ça reste en famille. Le point central de vos questions, Alain, en suscite une dernière, je trouve, c'est est-ce que la France était au courant? Parce que dans cette histoire, effectivement, pour les Japonais, même s'ils ont subi une humiliation et on sait ce que ça représente dans la culture de ce pays, finalement, c'est pas une mauvaise histoire. C'est pas une mauvaise histoire. C'est quand même une sacrée épine du pied qui s'en va, et leur problème devient celui d'un autre, ce qui est toujours pas mal. Hein, voilà. Ils ont gagné sur le fond, même s'ils ont perdu un peu sur la forme. Une posture, regardez, un peu contournée, parce que bon, on peut pas l'extrader, on le garde là-bas, on lui a pris son passeport. Bon, on va voir dans les jours ou les mois qui viennent ce qui va se passer. Mais surtout, ce que je veux dire par là, c'est que si on avait vraiment voulu le faire taire, et l'éteindre médiatiquement, j'entends, on y serait parvenu. Voilà. Donc, cette affaire, à mon sens, va continuer d'alimenter des plateaux comme ça. Exactement. Merci en tout cas, messieurs. Merci Alain. Merci. À très bientôt pour un prochain numéro d'Éclairage. GEGIP Sécurité a été heureux de vous présenter Éclairage.